Bonjour Martin, bonjour à tous. Bonjour Xavier. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur Le Breton de Vanoise. Bienvenue Monsieur le Premier Président sur notre podcast Savoir-être. Je vais me Merci. permettre un petit rapide résumé de votre parcours. Vous avez commencé avec des fonctions administratives en tant que sous-préfet. Vous avez été à l'inspection générale des services judiciaires, tant en tant qu'inspecteur qu'en tant que secrétaire général. Et puis vous avez également vous avez eu des fonctions judiciaires. Vous avez été chargé du TI de Saint-Dizier. Vous avez été président de TGI ou TJ à Dinan, Bonneville, Pontoise et Bobigny. Et aujourd'hui, vous êtes le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je retiens de votre parcours 4 expertises spécifiques. La première, c'est l'hospitalisation sous contrainte. Quand vous étiez au Val d'Oise, vous avez dû mettre en place les réformes de 2011 et de 2013. Vous avez aussi géré ce qu'on appelle les procès hors normes, et notamment vous avez présidé le procès de la catastrophe du Mont Blanc. Vous avez également dans votre parcours un management de juridiction assez particulier, puisque vous avez été dans le 2e TJ de France, avec 140 magistrats sur votre ressort, plus de 500 fonctionnaires sur ce même TJ. Et puis aujourd'hui, vous êtes sur la 2e cour d'appel de France, avec 130 magistrats sur la cour, plus de 560 magistrats, en tout cas sous responsabilité hiérarchique, et quasiment 2000 fonctionnaires. Et enfin, le 3e grand axe d'expertise spécifique, ce sont les MARD. Vous avez travaillé dans le groupe sur l'Office du juge du XXIe siècle, avec notamment l'acte de procédure d'avocat, dont on parlera sûrement tout à l'heure, et vous êtes un promoteur infatigable des MARD, tant au civil, notamment vous êtes venu sur notre barreau nous parler de procédure participative, mais également au pénal avec la justice restaurative. Donc, merci à vous. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. D'où vient votre intérêt pour les MARD ? Alors, il vient de loin, puisque quand je suis rentré dans la magistrature, alors, vous avez fait juste une petite erreur dans ma présentation, c'est que je suis d'abord juge et ensuite j'ai été détaché dans le corps préfectoral quelques années après. Mais du coup, je suis né à cette fonction de juge en me découvrant en quelque sorte une envie irrépressible en quelque sorte de concilier les justiciables. Donc, dans mon travail de juge d'instance que j'ai exercé un certain nombre d'années, j'ai cru d'ailleurs que je le ferais toute ma vie professionnelle tellement cela me passionnait, eh bien, j'ai consacré énormément de temps à tenter de concilier les parties. J'étais pas formé à l'époque, hein, donc je faisais comme je pouvais, un peu à l'intuition, avec des résultats, pas mal de résultats. Mais c'est vrai que plus tard dans ma carrière de magistrat, je me suis dit, si jamais j'avais été formé, qu'est-ce que ça m'aurait été utile au début de ma carrière. Voilà. Mais je crois que au fond, c'est, je pense, un trait de personnalité, une envie de concilier. Alors, est-ce que pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas du tout ce qu'est l'amiable ou les solutions négociées, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est pour vous et peut-être à travers une ou plusieurs anecdotes, nous illustrer un petit peu les différents modes amiables à la disposition des justiciables? Pour répondre à votre question le plus rapidement possible, j'utilise souvent une image qui est celle de l'orange, le fruit que se disputent deux personnes. Pour résoudre ce litige, vous avez plusieurs façons. La première, c'est le juge. Évidemment, vous saisissez le juge, et que va faire le juge ? Il va mettre en œuvre un raisonnement juridique. Il ne va pas s'intéresser à vos besoins, il va s'intéresser au raisonnement juridique, et du coup, il va
trancher la question en disant la propriété est à l'un et donc il va la refuser à l'autre. Ça, c'est la première façon de trancher le litige, qui est malheureusement le cas dans 70% à peu près des affaires qui nous sont saisies, dont nous sommes saisis. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle la conciliation. On va essayer de rapprocher les points de vue des parties. Chacun demande l'orange. On va dire, écoutez, vous allez faire un effort. Chacun va faire un effort. On va couper l'orange. Peut-être qu'on va d'ailleurs la couper en deux parties inégales parce que l'un aura mieux négocié que l'autre. Mais enfin, chacun va repartir avec un bout de l'orange. Alors, et va repartir de ce litige résolu, mi-figue, mi-raisin, avec une certaine frustration, mais enfin, il n'aura pas tout perdu. Et la troisième façon de résoudre le litige, c'est ce qu'on appelle la négociation raisonnée. Et c'est la médiation, ou c'est le processus collaboratif, ce qu'on appelle le processus collaboratif, qui n'est pas dans les textes d'ailleurs, qui est un système de résolution des litiges qui nous vient du nord de l'Amérique. En quoi ça consiste ? Eh bien, on va partir, on va retourner vers son client, en quelque sorte, si on est avocat, et on va lui dire, vous avez demandé l'orange. Très bien, c'est noté. Mais pourquoi vous la voulez, l'orange ? Et là, peut-être que l'un va dire à son avocat, moi je la veux parce que c'est le secret de ma santé, j'ai besoin du jus, des vitamines, et donc si je n'ai pas cette orange, eh bien, pour moi, c'est une atteinte à l'intégrité de ma santé. Et puis l'autre, de son côté, avec son propre avocat, qui lui est formé aussi à la négociation raisonnée, va peut-être lui dire, écoutez, moi je fais des gâteaux à mes enfants à l'orange tous les jeudis et j'ai vraiment besoin de cette orange parce que si j'arrête de faire un gâteau, eh bien mes enfants vont croire que je les aime plus. Voilà, donc c'est effectivement vital pour moi, il me faut cette orange. Et là, chacun va se rapprocher en quelque sorte de l'autre de la façon suivante, en se disant quelle est la solution qui, au fond, satisfait tout le monde. Et on va rapidement en déduire que si on pèle l'orange, on donne le zeste à l'un et le reste du fruit à l'autre, c'est-à-dire le jus, eh bien, chacun repart, et ça c'est important, avec 100% de ce qu'il recherchait dans l'orange. Autrement dit, cette solution, elle est gagnant-gagnant. Et la solution sur laquelle on débouche, eh bien, elle est meilleure après la résolution du litige qu'elle n'était avant la résolution du litige, où évidemment il y avait une dispute sur la propriété de l'orange. Et vous noterez que l'enjeu, ce n'est pas tellement la propriété de l'orange, ça c'est l'enjeu juridique, ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé la solution en fait, et du coup ensuite on peut l'habiller juridiquement comme on veut, dès lors qu'elle satisfait 100% des besoins de chacune des parties. Donc ça correspond à ce qu'on appelle la médiation. Vous voyez, c'est quand même très différent de la conciliation. Ça prend du temps. Et c'est aussi ce qu'utilise le processus collaboratif. Simplement, là, il n'y a pas de médiateur. Ce sont les avocats qui, travaillant ensemble et non pas l'un contre l'autre, vont en quelque sorte jouer ce rôle de médiateur qui va permettre de trouver cette solution gagnant-gagnant. Alors, voilà, grosso modo, brosser ce qu'est l'amiable classique. Merci beaucoup pour ces illustrations. J'en profite pour prendre au vol les commentaires ou les demandes des personnes qui nous suivent. Christian Badet nous dit « Monsieur le Premier Président, dans votre ressort, est-il souvent fait appel à des conciliateurs de justice expérimentés dans les domaines civils d'intervention de leurs compétences ?» Alors, faut savoir que la conciliation, ce qu'on appelle la conciliation, c'est d'abord le juge qui doit concilier normalement. Dans le code de procédure civile, vous verrez que le premier office du juge, c'est de concilier, mais vous constaterez qu'il n'a pas le temps. Même si moi, je prenais le temps, vraiment, je me faisais fort de prendre le temps. Honnêtement, devant la masse des décisions à rendre, des dossiers dont nous sommes saisis, nous n'avons pas le temps. Alors, on fait appel à des conciliateurs. Mais ces conciliateurs qui sont devenus conciliateurs de justice, en 1978, lors de leur création, ils s'appelaient simplement conciliateurs. Ils sont devenus assez rapidement conciliateurs de justice et donc affectés à une juridiction ou un ressort cantonal, un ou plusieurs d'ailleurs, ressorts cantonaux, mais dépendant de ce qu'on appelait un tribunal d'instance auparavant et aujourd'hui un tribunal de proximité ou un service de proximité. Eh bien, ce conciliateur, en fait, il ne travaille que
pour 10% de ses affaires pour l'institution judiciaire. Les 90 autres pourcents, il est saisi d'emblée par les parties. Parce que les parties sont bien informées de cette possibilité de saisir le conciliateur. Et au global, on a plus de 150 000 saisines de conciliateurs par an. Seulement 10% sont le fait du juge. Voilà. Donc, vous voyez que ça réduit considérablement le champ d'intervention du conciliateur, ce champ purement judiciaire. Et ce sont dans les procédures orales, et c'est-à-dire en réalité dans les procédures qui sont généralement à moindre enjeu sur le plan financier que l'on fait appel au conciliateur. Le conciliateur souvent rapproche les parties, non pas sur la base d'un raisonnement juridique, vous l'avez compris, mais en essayant de trouver une solution de bon sens. Notre consoeur Catherine Bourguès, qui comme nous est formatrice en processus collaboratif, vous pose la question, ne pensez-vous pas que si les juges prenaient le temps d'écouter et d'entendre les justiciables, les contentieux seraient moins longs? Finalement, en écoutant, la justice ne gagnerait-elle pas du temps? Je pense que vous l'avez bien dit déjà par votre expérience, quand c'est possible, c'est formidable et ça fonctionne. Le truc, c'est que vu le flux qui arrive en permanence, j'imagine que ça n'est pas tout le temps possible, tout simplement. Oui, c'est bien ça la difficulté. Alors, l'esprit de cette question me va très bien. Je me reconnais dans cet esprit. Malheureusement, on est rattrapé par la réalité. Et ce que je voulais vous dire là, en répondant à cette question, faire passer ce message, moi, ce que j'attends de l'amiable, c'est pas une régulation des flux. Parce que souvent, les avocats font un peu le procès de l'institution judiciaire en disant « vous voulez introduire la médiation parce que vous n'avez pas le temps de trancher nos affaires ». Non, ça se saurait. Je vous assure que globalement, la médiation, c'est assez peu de choses par rapport au nombre de décisions rendues. Et donc, on a encore une marge considérable. Pour moi, l'amiable, c'est une question de qualité de la justice. Ce n'est pas un mode de régulation des flux. Je n'y crois pas. Alors peut-être que dans un second temps, on aura tellement attiré, si je puis dire, les professionnels de la justice vers ce mode de résolution des litiges que ces modes, parce que vous avez compris qu'il y en avait plusieurs, l'amiable, c'est plusieurs choses. Eh bien, peut-être que du coup, on réduira le nombre de décisions à rendre et que les magistrats auront plus de temps à consacrer du coup au reste, en quelque sorte, de leur temps à trancher. Et du coup, avec plus d'écoute. Pourquoi pas? Mais le but, ce n'est pas la régulation des flux. Monsieur le Premier Président, vous avez donc parlé du temps comme première limite. Est-ce que vous avez détecté d'autres limites ou craintes des magistrats par rapport à l'amiable? Parfois, on entend dans le discours le sentiment de dépossession également des dossiers. Voilà. Quel est votre retour là-dessus? Oui, alors dépossession, c'est souvent une mauvaise compréhension de l'amiable quand on dit ça, puisque l'avocat a un rôle fondamental à jouer. En fait, il doit être capable, l'avocat dont je rêve, si je puis dire, moi, dans une société future, mais qui est déjà là pour un certain nombre d'avocats, Dieu merci, et j'espère que progressivement ça fera école, c'est d'être capable de dire à son client, vous avez plusieurs façons de résoudre le litige. Vous avez la fonction classique, on va demander au juge de trancher. Sachez que ça prend un peu de temps, parce que c'est vrai que les juges sont engorgés, mais surtout, la décision qui sera rendue, elle pourra être contestée en appel, et puis elle pourra encore être contestée devant la Cour de cassation, qui du coup renverra devant une autre cour d'appel, ou la même cour d'appel autrement composée, et ainsi de suite. Bref, on en a quand même pour quelques années. Même si on emprunte les voies d'urgence, parce qu'il y a des voies d'urgence, comme le référé par exemple, eh bien tout de même, il peut y avoir cet échelonnement de décisions successives qui, de toute façon, prennent du temps. Très bien. Une autre façon de faire, c'est l'amiable. Et là, il y a plusieurs choses.
On peut peut-être demander au juge lui-même, alors ce ne sera pas lui, mais ce sera un de ses collègues, de présider une audience de règlement amiable. On peut aussi saisir un conciliateur de justice. On peut aussi saisir un médiateur. On peut aussi s'orienter, si les deux avocats sont formés, vers un processus collaboratif. Tous ces modes amiables ont ses avantages et ses inconvénients, leurs avantages, leurs inconvénients. En tout état de cause, ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils font gagner du temps. Même s'ils échouent, on n'a pas parlé de procédure participative, mais vous voyez, dans la procédure participative, même lorsqu'elle échoue, eh bien, on a été obligé de se parler. Et à partir du moment où on a été obligé de se parler, eh bien, on va avancer beaucoup plus vite dans le litige. Et parfois, il existe dans les textes des passerelles institutionnelles qui nous permettent de passer de l'un à l'autre par des voies directes. C'est comme si un peu, vous voyez, représentez-vous la justice avec une file d'attente. Eh bien, ceux qui ont tenté de l'amiable, ils ont en quelque sorte leur ticket pour arriver directement devant le juge. Voilà. Et donc, au total, on n'a pas perdu de temps. Voilà. Donc, ce que perçoivent pas souvent les professionnels de la justice, et à travers eux les justiciables, à qui on n'a pas expliqué, c'est que l'amiable, c'est parfois, et c'est souvent, voire le plus souvent, un gain de temps absolument considérable. Voilà. Alors, souvent, on explique aux justiciables, c'est pas la peine, on va perdre du temps, n'allons pas vers l'amiable. Et je pense que les avocats qui le disent, d'ailleurs, le pensent. C'est pas une trahison de leurs clients que de dire ça. Simplement, ils sont pas formés. Et cet argument-là, c'est vraiment le propre de quelqu'un qui n'est pas formé. Je vous rejoins tout à fait. Et moi, j'ai pris, à titre personnel, j'ai pris conscience entre guillemets, du mal que j'avais causé lorsque je me suis formé, et notamment lorsque je me suis intéressé à la modélisation du conflit. Quand on regarde les modélisations du conflit, par exemple l'échelle de Glassol, et qu'on s'aperçoit que par notre seule intervention d'avocat qui veut bien faire, en adressant un courrier à parties non représentées, on fait passer les parties de l'étape 2 de l'échelle du conflit à l'étape 6 ou 7, alors qu'on croit bien faire, alors qu'on pense en toute bonne foi servir les intérêts du client, on comprend un petit peu les choses. Et en effet, je pense qu'il est indispensable de se former pour amorcer le changement. Alors, monsieur le Premier Président, vous avez évoqué assez largement la conciliation, la médiation, le processus collaboratif, mais on a une actualité. Depuis le 1er janvier, on a aussi l'audience de règlement amiable, la césure, et encore plus récent, finalement, on a apparemment dans les tuyaux une nouvelle réforme, j'ai presque envie de dire une énième réforme de la procédure participative. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces différents modes amiables qui se développent aussi? Alors, je vais les prendre dans l'ordre je vais les prendre dans l'ordre cité, finalement du plus récent au plus ancien. L'ARA, c'est l'audience de règlement amiable, qui a pour particularité d'être confiée à un juge. Comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que ça va révolutionner la régulation des flux, parce que vous avez compris que parfois, pour un juge, finalement, passer du temps à concilier, ça prend plus de temps que de rédiger un jugement. Voilà. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté là quand j'étais juge d'instance. J'aurais probablement gagné du temps à trancher des litiges en droit plutôt que de passer du temps à concilier. Alors, l'ARA, pourquoi ? D'abord pour certaines affaires qui s'y prêtent, mais plus que ça, et c'est pour ça que j'y crois beaucoup, c'est que je pense que ça va introduire dans les tribunaux, du côté des magistrats, la culture de l'amiable. Parce qu'il ne faut pas balayer devant sa porte. Si chez les avocats, il y a un déficit considérable de la culture de l'amiable, chez les magistrats aussi. Parce qu'on n'a pas été formé pour ça, on a été formé à rédiger des jugements. Donc, ce n'est pas notre nature professionnelle que de concilier, même si, encore une fois, le Code de procédure civile le dit.
Simplement, il ne nous donne pas de technique, hein, il ne nous apprend pas. Ce n'est pas en lisant le code de procédure civile qu'on sait concilier. Voilà. Donc, on est un peu dans la même situation, avocats et magistrats. Et je pense que l'ARA, c'est l'occasion de diffuser cette culture de l'amiable. J'en veux pour preuve que pour mettre en œuvre cette réforme toute récente, eh bien moi, dans ma cour d'appel, j'étais obligé de travailler avec l'université à la création d'une formation pour former les juges volontaires. Et donc, cette formation, elle démarre, là, ça y est, elle vient de démarrer, où j'ai sélectionné des candidats, et j'étais d'ailleurs très content qu'il y ait des candidats pour cette audience d'ARA. Voilà, donc ça c'est la première réforme qui, à mon avis, peut avoir un effet de levier, même si sur le plan purement quantitatif, elle ne fera pas forcément des miracles. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la césure. Alors la césure, ça consiste à trancher une partie du litige, c'est-à-dire la question juridique, le plus souvent. Par exemple, on peut trancher la question de la responsabilité. Et après, on laisse les parties résoudre les conséquences, en quelque sorte, de cette première décision, mais cette fois à l'amiable. Là encore, en essayant de trouver, dans le contexte tranché par le juge, une solution gagnant-gagnant. Voilà les deux réformes importantes. Après, vous avez la procédure participative, qui est un petit peu difficile à appréhender parce que c'est à la fois, aujourd'hui, ça ne l'a pas toujours été, au départ, c'est un mode amiable. Mais c'est un mode amiable sans méthode, en quelque sorte, parce que juridiquement, c'est juste un contrat par lequel les parties se donnent le temps de résoudre leur litige. Pendant ce temps, eh bien, elles seront protégées des délais de prescription ou d'un recours en justice, sauf exception, hein, tout ça est prévu dans le détail par les textes. Donc, elles sont un petit peu dans une boîte protégée, si je puis dire, des ondes électriques, une cage de Faraday, comme disent les électriciens. Et là, elles vont pouvoir travailler à la résolution amiable de leur litige. Mais on ne leur disait pas comment. Et puis surtout, au début, puisque ça existe depuis 2010, un décret d'application janvier 2012, c'est la loi Béteille de décembre 2010, décret d'application simplement en janvier 2012, eh bien, à ce moment-là, on n'avait que ça, et on a vu que ça ne décollait pas, ça ne marchait pas. Et pour cause, je pense que la cause principale, c'est l'ignorance. Honnêtement, moi, à l'époque, ça s'était passé inaperçu. Je suis peut-être moins pardonnable que d'autres, d'ailleurs, hein, à cet égard. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les avocats du judiciaire, puisqu'il y a aussi des avocats qui ne travaillent qu'en amiable, mais les avocats du judiciaire, ils ont quand même le réflexe de saisir le juge. Ils envoient cette fameuse première lettre un peu violente, qu'ils croient être une proposition de négociation, mais qui en réalité, vous l'avez dit tout à l'heure, on passe directement du stade 2 au stade 6 du conflit, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a attisé, et ensuite on saisit le juge d'entrée de jeu. À partir de là, on n'avait plus accès à la procédure participative, puisque c'était nécessairement avant la saisine du juge. Et voilà qu'on a fait une réforme en 2016, je vous passe très vite les détails, et en 2016, on a fait deux choses. La première chose, c'est qu'on a créé la procédure participative post-saisine du juge, c'est-à-dire la mise en état participative. Et à partir de là, il y a une confusion qui s'est faite. Les avocats, beaucoup des avocats avec qui j'en parle, confondent en fait la mise en état participative avec un mode amiable. Ça n'est pas un mode amiable. En revanche, c'est une plateforme pour mode amiable, ça c'est certain. Mais en soi, ça n'est pas un mode amiable. Je vais y revenir si vous voulez. La procédure participative initiale, elle reste en tant que mode amiable, avant saisine du juge. Mais c'est là le deuxième intérêt de cette réforme de 2016, de la loi du 18 novembre 2016, qu'on appelait la loi J21, Justice du XXIe siècle, c'est d'avoir doté la procédure participative d'un instrument, qui est l'acte de procédure contresigné par avocat. Et là, qu'est-ce que c'est que l'acte de procédure contresigné par avocat? Du moins, depuis le deuxième décret d'application, qui est celui du 11 décembre 2019, puisque celui de 2017 avait plutôt fait un peu régresser le concept prévu par la loi, c'est l'administration amiable de la preuve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les avocats
ont en leur possibilité, leur pouvoir, dès lors qu'ils s'entendent, non pas sur le fond, hein, mais sur les modalités de résolution du litige, eh bien, ils vont pouvoir administrer amiablement la preuve par acte de procédure contresigné par avocat. Et ça, pour eux, c'est un nouveau métier. C'est pour ça que je suis toujours étonné de voir que la profession ne s'en empare pas. Je sais que le CNB fait tout ce qu'elle peut. Le CNB, pardon, fait tout ce qu'il peut pour que, évidemment, la profession s'en empare. Il suffit d'aller sur le site du CNB, on trouvera un tas d'actes de procédure contresignés par avocat modélisés. Mais la profession, force est de le constater, ne s'empare pas. Alors que pour la profession, c'est un nouveau métier. Et je crains d'ailleurs pour les avocats qu'ils n'en perdent le monopole, parce qu'aujourd'hui, ils en ont le monopole. Ils ont doublement le monopole. La procédure participative passe nécessairement par les avocats, et l'acte de procédure contresigné par avocat, par définition, passe nécessairement par les avocats. Donc c'est une espèce de double monopole. Mais ça, je pense que ça ne va pas durer, puisqu'il y a d'autres professions du droit qui toquent à la porte et qui pensent qu'elles sont capables de faire aussi bien que les avocats. Seulement, les avocats ont un coup d'avance, et donc ils peuvent démontrer que leur profession est la mieux placée pour mettre en œuvre ces nouveaux outils de résolution des litiges. Alors, le principe de la procédure participative, dans les deux composantes, c'est dès lors qu'on a été capable de se mettre d'accord par des petits accords pour administrer amiablement la preuve, ce qui suppose une certaine bonne foi, évidemment, hein, eh bien, chemin faisant, on est rentré dans une dynamique de l'amiable et on va pouvoir pousser le bouchon jusqu'au bout et arriver à un accord. Alors, l'accord final, c'est le but de la mise en état mode amiable pré-saisine du juge. Peut-être qu'il n'y aura jamais à saisir d'ailleurs le juge dans ces cas-là. Pour la mise en état participative, le but, ce n'est pas l'accord, c'est l'administration amiable de la preuve. Voilà. Mais vous comprenez que tout se tient et que si on est capable d'arriver jusqu'à présenter au juge par un acte unique qu'on appelle acte de procédure contresigné par avocat de présentation du litige, on est capable par un seul et même acte de présenter le litige au magistrat avec administration de la preuve défrichée, si je puis dire, et eh bien, on n'est pas loin de la solution du litige. Voilà. Il suffira de poursuivre encore un peu le chemin et d'arriver au bout. Donc la procédure participative, c'est une mise en état conventionnelle pour cette deuxième procédure participative, mise en état conventionnelle qui est pour les avocats en quelque sorte une liberté. J'entends beaucoup les avocats se plaindre des délais Magendie. Eh bien, sachez qu'en cours d'appel, vous pouvez neutraliser les délais Magendie par une procédure participative. Et c'est en quelque sorte un espace de liberté donné aux avocats, dont évidemment il leur appartient de faire bon usage. Et pour en faire bon usage, il y a une seule condition, c'est la bonne foi. S'ils ne sont pas animés d'un minimum de bonne foi, c'est-à-dire sur le plan déontologique, en quelque sorte, on rehausse les exigences d'un degré, en quelque sorte. Dès lors qu'on est capable de faire ça, eh bien, on accède à une liberté contractuelle procédurale et d'administration amiable de la preuve. Et là, on rend un service à ses clients absolument considérable. Donc, voilà ce qu'est aujourd'hui la procédure participative. Merci beaucoup. Alors, l'image est figée du président. Toujours mode amiable, mais aussi Alors, voilà présenter les trois grandes institutions que vous avez citées. Sur la procédure participative, pardon, pour rebondir, les avocats se plaignent aussi du choix des experts, du coût des experts, et là, ils ont un boulevard pour choisir l'expert, pour s'assurer du coût, notamment par l'acte de procédure d'avocat. Donc, on ne peut que les inviter à l'utiliser. En sachant que question l'expert choisi, absolument essentielle.
Ouais, l'expertise rendue aura valeur d'expertise judiciaire. Absolument, Donc c'est quand même, enfin, il absolument. faut vraiment que les confrères qui nous écoutent s'emparent de tout ce qui est monopole, parce que c'est quand même un peu triste, je trouve, que des textes nous confèrent des monopoles et qu'on hésite à s'en emparer. Enfin, voilà, il y a quand Alors, même. permettez-moi du coup de vous dire, il y a 3 façons d'utiliser l'expert Mhm. par la procédure participative et par l'acte de procédure contresigné par avocat. Alors, vous avez raison. La première, c'est tout simplement, c'est prévu dans les textes, hein, et tout est détaillé. C'est un petit peu comme la procédure judiciaire. Ah, merde, on est coupé. Pardon. Hop. Nous vous entendons. Alors, vous m'entendez, mais moi, je ne vous vois plus, mais ça va s'arranger, je pense. Hop. Voilà. C'était un problème technique qui vient de chez moi. Pardon. Donc, je reprends. Vous avez 3 façons de consulter un expert par la procédure participative et donc l'acte de procédure contresigné par avocat. Le premier, ça ressemble étrangement à la procédure judiciaire classique. Simplement, c'est-à-dire qu'on va lui demander de faire un rapport, et puis on va lui donner un délai pour ça, on va se mettre d'accord sur le financement, etc. Très bien. Et là, il y a 2 avantages par rapport à la procédure judiciaire classique. C'est que, comme vous l'avez dit, on choisit l'expert. Et ça, c'est quand même un avantage de pouvoir le choisir, sinon, par rapport au juge. Et deuxième avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant du temps judiciaire. Parce que si vous saisissez le juge, vous passerez à votre tour pour avoir le nom de votre expert. Et surtout, c'est le troisième intérêt, finalement, c'est la mission d'expertise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une mission ad hoc, là où, je ne vous le cache pas, le magistrat va prendre une mission sur étagère, c'est-à-dire la mission la plus proche du litige. Mais il n'aura pas le temps de vous concocter une mission ad hoc. Donc là, c'est un avantage considérable, une source d'économie considérable, puisque l'expert n'aura pas besoin de tirer tout le fil qu'il doit tirer sur une expertise standard. Deuxième façon d'utiliser le concours d'un expert, c'est de lui demander de venir sur les lieux. Et là, on va lui demander de réaliser son art expertal. Imaginons, c'est un exemple que je cite souvent, imaginons une fissure sur un mur mitoyen. Évidemment, chaque propriétaire dit c'est la faute de l'autre qui n'entretient pas le mur. Et ces fissures, il faut savoir d'où elles viennent. Il faut les expertiser. Première possibilité d'ailleurs, c'est évident. Par exemple, c'est au droit d'une racine. Dans ce cas-là, on fait un acte de procédure contresigné par avocat, de constatation des faits. Et là, on constate qu'il y a une racine qui soulève le mur et qui est la cause de la fissure. Ça, on peut le faire par acte de procédure contresigné par avocat. On en revient à l'administration amiable de la preuve. Deuxième possibilité, c'est trop technique, on ne sait pas, on a un doute et on fait appel à un technicien. Et ce technicien va venir sur place, va réaliser son art expertal en quelque sorte. Il va prendre par exemple son appareil détecteur d'humidité, il va pister l'origine donc de la fissure. Et là, il va par exemple permettre de découvrir que tout vient du faîtage du mur où il y a un espace où s'insère l'humidité que personne n'avait vu. Et du coup, on comprend techniquement, sans passer par une expertise classique, en quelques minutes, d'où vient le problème. Et là, on ne demande surtout pas à l'expert un rapport. Ce sont les avocats qui vont acter. Nouveau métier pour les avocats. Établissement d'un acte de constatation des faits sur dire de technicien ou d'expert. Troisième possibilité, c'est la possibilité pour les parties de dire, par exemple, je reprends mon exemple là, de fissure, le technicien nous aurait dit, écoutez, j'ai besoin de vérifier. Je ne peux pas vous donner la réponse tout de suite, j'ai besoin de vérifier. Eh bien, on va dire à l'expert, écoutez, on vous auditionne dans le cabinet de maître untel, nous serons tous présents avec les parties en personne, et nous vous interrogerons et vous nous livrerez votre réponse. Et là, les avocats vont faire ce qu'on appelle un acte d'audition d'experts. Alors, tout ça, il y a des modèles. Il suffit de se rendre sur le site du CNB, vous avez des modèles. Et là encore, l'idée, c'est d'éviter le rapport. Parce que le rapport,
ça prend des mois et des mois. Tandis que là, on a une réponse immédiate. Ce sont les experts, les avocats qui actent la réponse de l'expert, et du coup, on fait lire à l'expert la réponse, la transcription de sa réponse, et s'il est d'accord, eh bien, il n'a plus qu'à signer. S'il n'est pas d'accord, on modifie jusqu'à ce qu'on arrive à l'exacte transcription de ce que veut dire le technicien. Et là, on a gagné des mois et des mois, et surtout, pour les parties, beaucoup d'argent. Et transfert d'une partie d'ailleurs de cet argent viendra sur la rémunération des avocats, puisque c'est eux qui ont établi l'acte. Voilà. Donc, vous voyez la souplesse d'utilisation dans la procédure participative par la voie de l'acte de procédure contresigné par avocat, qui d'ailleurs peut être utilisé en dehors de la procédure participative. Aujourd'hui, donc, on peut le faire. Et pour les avocats, je le rappelle, c'est vraiment un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler. Et pour les clients, c'est un gain de temps absolument considérable et donc un gain d'argent. Tout le monde est gagnant. Vous pourrez peut-être me dire, oui, mais l'expert, lui, il est moins payé, donc il aurait peut-être pas intérêt à adhérer à cette procédure. Eh bien, je vous réponds, si, il a intérêt. Pourquoi? Parce que bien des fois, quand on doit passer par une expertise, on renonce. Et du coup, on ne résout pas son litige. Là, l'expert, à partir du moment où le coût est maîtrisé, parce que c'est vraiment tout le problème de l'expertise, la maîtrise du coût, eh bien, on pourra les désigner beaucoup plus souvent, les experts. Donc, ils y ont tout intérêt. Et en plus, ils seront focalisés sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire leur art expertal. En général, les experts ne sont pas toujours des excellents rédacteurs. Je ne les critique pas collectivement, mais souvent, on a un peu de mal à comprendre ce que veut dire l'expert à la lecture de son rapport. Là, ce sont les avocats. Les avocats, ce sont des professionnels de l'écriture. Et donc, finalement, on recentre chacun sur ce qu'il sait faire. Les uns écrire, les autres faire œuvre d'expert. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour ces illustrations très, très parlantes qui, moi-même, me permettent d'imaginer des situations que je n'avais pas forcément imaginées en voyant le formidable travail qui a été fait sur le site du CNB avec les modèles qui sont fournis. Mais c'est vrai qu'il faut les faire vivre, ces modèles. Et on voit toute la flexibilité. Vous avez dit aussi qu'on n'est pas obligé de passer par une procédure participative pour passer par un acte d'avocat. Et ça, c'est très important aussi. On voit toutes les possibilités qui nous sont offertes et dont il faut à tout prix qu'on s'empare et aussi qu'on porte à la connaissance des différents acteurs, parce que là, dans les exemples que vous avez donnés, je pense qu'il y a des compagnies d'assurance et que les compagnies d'assurance ne sont pas toujours encore assez au fait de ce qui peut se faire. Moi, j'entends souvent des confrères qui interviennent en matière d'assurance et qui me disent « je me suis formé à la médiation parce que mes clients assurance l'ont exigé ». Et je pense qu'il faut que les clients exigent un certain nombre de choses pour que le mouvement s'amorce aussi. Donc, c'est important que ces différents acteurs qui paraissent un petit peu en retrait, mais qui en réalité peuvent être moteurs dans les stratégies, réclament ce type de stratégie parce que tout le monde, en vous entendant, tout le monde a y a gagné et c'est mieux servir les justiciables, c'est mieux servir nos clients et les justiciables que de faire ce qu'on fait classiquement sans le questionner. C'est très intéressant. Xavier, est-ce que tu avais encore une question concernant les modes amiables ou est-ce qu'on peut passer sur la partie compétences relationnelles, soft skills? J'allais te proposer de faire la transition sur tout ce qui est management, soft skills et autres. Eh bien, est-ce que tu as une première question? La première question, c'est, Monsieur le Premier Président, quels soft skills permettraient un épanouissement des magistrats, à votre avis? Écoutez, exercer leur métier pleinement. Moi, j'ai 35 ans d'exercice de ce métier. J'ai comment dirais-je, la passion chevillée au corps comme au premier jour. Je crois même qu'elle s'est développée à mesure que j'ai exercé ce métier. Alors,
aujourd'hui, je le reconnais, je suis un peu dans un rôle de management, mais finalement, dans mon rôle de manager, je continue à tenir des audiences, mais de moins en moins à mesure que mes responsabilités managériales ont grimpé, si je puis dire, en importance. Mais quand je mets ma robe, je peux vous dire que c'est comme ma récréation. Je retrouve le juge que j'ai été et la profession que j'ai véritablement épousée. Donc là, je pense qu'il y a de quoi s'épanouir. Je voulais vous dire aussi que dans mon métier de manager, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je retrouve finalement les qualités qu'il faut pour être juge. À commencer par exemple le sens de l'équité, c'est évident, ou l'écoute, le sens de l'écoute, c'est fondamental en management. Eh bien, évidemment, c'est fondamental dans le métier de juge. Donc, pour répondre à votre question en un mot, je crois que exercer pleinement ce métier de juge, je connais mieux celui de juge que celui de magistrat du parquet, vous me pardonnerez, j'ai jamais été au parquet, sinon au cours de ma formation. Mais c'est un choix. Moi, j'ai choisi le siège vraiment par passion du métier de juger. Et je pense que exercer ce métier pleinement, en pleine conscience de ses obligations, des valeurs qu'il y a derrière ce métier, eh bien, ça permet à celui qui l'exerce de s'épanouir. Est-ce que dans votre exercice, vous êtes quotidiennement confronté à la résolution de certains paradoxes? Est-ce qu'on ne demande pas finalement l'impossible aux juges aujourd'hui, en France, dans notre système en tout cas? Alors, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de ce métier, si je puis dire. S'il était simple, il serait beaucoup moins intéressant. Je peux vous donner quelques illustrations, si vous le souhaitez. La première qui me vient à l'esprit, c'est que ce métier, évidemment, suppose d'avoir une vision de sa grandeur, dans sa dimension de fonction sociale, bien sûr. Mais en même temps, il suppose, pour bien l'exercer, une véritable et authentique humilité personnelle. On n'arrive pas avec des solutions toutes faites. On arrive devant un litige chaque fois, si j'ose dire, dépouillé et très humble pour pouvoir apporter sa plus-value de magistrat. C'est assez paradoxal, grandeur de ce métier et humilité pour bien l'exercer. Mais des paradoxes, il y en a plein, vous avez raison. Vous mettez le doigt sur une approche qui est vraiment au cœur du sujet, puisque j'en vois un autre. Il nous faut être, je crois, pour bien juger, très impliqué dans la cité, très enraciné dans la cité. Qui voudrait être jugé par un juge autiste enfermé dans sa tour d'ivoire? Et pourtant, eh bien, pour bien exercer ce métier, il faut évidemment se préserver, être en quelque sorte en recul pour pouvoir l'exercer en toute indépendance. Donc là, c'est très paradoxal, mais c'est un paradoxe qui est vécu par les juges quotidiennement. D'autant plus difficile qu'on exige de vous non seulement une indépendance objective, mais même une apparence d'indépendance, donc une indépendance subjective, et c'est encore plus contraignant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, quand on exerce ce métier, ça je l'ai découvert de plus en plus en avançant, c'est l'importance de l'écoute. J'en parlais tout à l'heure dans le métier de manager, mais l'importance de l'écoute, j'ai appris en étant formé au processus collaboratif et j'ai vu que parmi vos auditeurs, vous aviez une de mes professeurs, que je salue au passage, qui m'a fait découvrir donc le processus collaboratif. Eh bien, j'ai découvert à cette occasion ce qu'était l'écoute active. Bon sang, pourquoi m'a-t-on pas enseigné l'écoute active plus tôt ? Et j'ai compris que l'écoute active, c'était un vrai savoir, un savoir-faire. Alors, dans l'exercice de cette écoute active, qui suppose presque
une empathie profonde, authentique, eh bien, en même temps, pour pouvoir s'imprégner de la position de chacune des parties, eh bien, en même temps, il faut qu'on observe ce recul nécessaire pour pouvoir conserver sa neutralité, et notamment sa neutralité apparente. Et c'est ça que vous évoquez, c'est-à-dire que personne ne doit douter que tant que les débats ne sont pas terminés, tant qu'on n'est pas arrivé à la phase du délibéré, eh bien, vous êtes véritablement sans préjugés, sans préjugement. Autre paradoxe, c'est que on vous demande justement, et comment mentalement concilier tout ça, on vous demande de trancher le litige, mais en même temps, on vous demande de ne pas le préjuger. Donc comment, à un moment donné, rester sur une attitude mentale de page blanche, en quelque sorte, et après céder à cette obligation, qui est une véritable obligation déontologique, voire légale, puisqu'il nous faut trancher le litige. Si on ne le tranche pas, on commet un déni de justice, et un déni de justice, c'est une faute professionnelle, et plus encore, c'est une infraction pénale. Donc il faut à la fois ne pas juger et juger. Il y a un temps pour chacun d'eux. Ensuite, sur le plan humain, et ça, j'ai vraiment porté ça lourdement dans mon métier de juge. Et écoutez, on est des êtres humains, qu'on soit homme ou femme dans ce métier. Eh bien, parfois, on est confronté à une charge émotionnelle insoutenable. Et en même temps, il faut qu'on tranche sereinement. On ne peut pas se laisser emporter par l'émotion. Et donc, là aussi, il faut qu'on ait une sorte de maîtrise de soi qui nous permette de remettre les choses à leur place pour bien juger. Mais on est des êtres humains et c'est heureux. Je pense que personne ne souhaiterait être jugé par un ordinateur. Autre exemple aussi, très actuel de ce paradoxe dans ce métier de juger, c'est que quand on écoute les réseaux sociaux, quand on lit les journaux, écoutez, on entend des jugements à l'emporte-pièce. Et donc, il faudrait, d'ailleurs, la justice est lente, donc il faudrait que nous jugions vite, immédiatement. Sauf que le juge ne peut pas faire autrement que, lui, de s'inscrire dans le durable. Il ne s'inscrit pas dans l'éphémère, il s'inscrit dans le durable. Et ça, c'est un vrai paradoxe qu'il faut que nous portions tous les jours. J'en vois un autre paradoxe, plus j'y réfléchis, plus j'en vois. Il y a aussi celui de la crainte obsessionnelle de l'erreur, parce que on reproche évidemment au juge de se tromper. Chacun a son idée là-dessus. Qui sait s'il s'est trompé? Personne n'est là pour dire quelle est la vérité vraie, si j'ose dire. Il y a une vérité juridique, il y a une vérité judiciaire, mais au fond, est-ce la vérité? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, notamment au pénal, puisque nous sommes tous formés au civil et au pénal, eh bien, alors, nous avons une petite coupure. Je pense que la connexion va revenir. Tu as la coupure aussi de ton côté, Xavier? Tout à fait, oui. D'accord. Ça va sans doute revenir. Je vais en attendant faire le tour des questions pour voir. Donc, on a Catherine qui nous dit « Toujours un vrai plaisir de vous entendre, Monsieur le Premier Président. » Qui peut être assez éloigné des faits. Et puis parfois, les témoins mentent. En tout cas, le juge doit, de tout ça, forger la vérité judiciaire. Voilà un paradoxe qu'il nous faut surmonter. J'en verrai encore un autre en cherchant. C'est celui de la liberté d'expression offert à tout un chacun et offert à lui-même. Vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature s'est prononcé là-dessus tout récemment. Sauf que le juge, dans les affaires qu'il traite, est condamné au silence. Il doit se taire, et souvent il entend commenter les affaires,
que lui connaît de l'intérieur. Lui est souvent celui qui connaît le mieux le dossier, finalement, parce qu'il connaît toutes les thèses des parties qu'il a travaillées, et il entend dans la presse des choses qui sont très éloignées de son dossier. Et pourtant, il est condamné au silence. Et c'est souvent, d'ailleurs, des conseils qui font en quelque sorte le procès à l'extérieur de la salle d'audience, qui sont relayés dans leur position, voire déformés dans leur position, ou simplifiés dans leur position. Et du coup, le juge constate que tout ce qui se dit est très éloigné du dossier. Je terminerai par un paradoxe. Décidément, il y en a beaucoup. C'est que c'est le paradoxe de la quantité et de la qualité. On sait que pour chaque justiciable, son affaire, c'est l'affaire du siècle, c'est une affaire unique. Sauf que le juge, lui, il a des piles devant lui. Et il faut que, sous peine de déni de justice, il rende des jugements dans tous les dossiers. Donc il rend que des jugements uniques dans autant de dossiers dont il est saisi. Voilà, je peux vous dire que c'est un paradoxe quotidien, puisqu'il faut mettre le curseur, en quelque sorte, entre qualité et quantité. Beaucoup de paradoxes quotidiens à essayer de résoudre, des obligations, ça mène sans doute à s'interroger en permanence et à forger sa propre éthique en permanence, son intention derrière chaque acte que vous prenez. Donc c'est vraiment, on se rend compte en vous écoutant de la difficile, sinon impossible mission qui vous est impartie. Est-ce que Xavier, tu avais d'autres questions sur les compétences relationnelles, ou est-ce qu'on peut poser une question au Premier Président sur peut-être la justice négociée en matière pénale et peut-être la médiation pénale ou Alors, médiation pénale et justice restaurative, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Médiation pénale, en tout cas en France, c'est un domaine qui est très particulier. On a fait le choix de faire une distinction sémantique entre justice restaurative d'un côté, qui, pour le coup, est la justice, la médiation pénale qui reste en fait sous l'égide du procureur de la République. Et Monsieur le Premier Président, vous êtes sur une des cours pilotes sur la justice restaurative. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce qui s'est fait et où est-ce qu'on en est sur les différents ressorts de la Cour d'appel? Écoutez, étant un passionné de la médiation et de l'amiable d'une façon générale, en matière civile au sens large, c'est-à-dire commerciale, affaires familiales, sociales, etc., évidemment, quand est née la justice restaurative, qui est née dans le Code de procédure pénale il y a quelques années, évidemment, le sujet m'a tout de suite intéressé. Et j'y avais travaillé quand j'étais président du tribunal de Bobigny, et quand on m'a proposé d'être cour expérimental avec le procureur général, qui était en fonction à l'époque, on a tout de suite dit oui. Et on a travaillé dans notre ressort sur ce sujet. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est pas, contrairement à la médiation ou aux modes amiables en matière civile, c'est pas une autre voie de la résolution du procès pénal. Pas du tout. C'est autre chose. C'est-à-dire que ça se cumule. Puisque pour accéder à la justice restaurative, pour une personne auteure des faits, il faut d'abord les avoir reconnus. Aujourd'hui, on ne fait de la justice restaurative qu'une fois que la personne est condamnée. Et évidemment, dans ce processus pénal, il faut qu'elle ait reconnu les faits. Sinon, il n'y a pas de place pour la justice restaurative. Et comme elle a reconnu les faits, elle est capable de faire un retour sur elle-même pour essayer de comprendre les raisons et surtout les conséquences de l'acte qu'elle a commis. Pour la partie civile, pour la victime, eh bien, c'est comprendre pourquoi elle a été victime et pourquoi quelqu'un
a pu commettre à son encontre un tel acte. La victime a besoin de comprendre. Pour se reconstruire, elle a besoin de comprendre. Alors, il y a 3 façons de procéder. La première façon, la plus délicate, c'est de mettre face à face l'auteur et sa victime. Alors ça n'existe quasiment pas parce que c'est vraiment très délicat. Et quel que soit d'ailleurs les 3 modes, l'un des 3 modes que l'on utilisera, quel que soit ce mode, de toute façon, il y a un travail de préparation qui est considérable en amont. Ça ne se fait pas comme ça. Mais celui-là est le plus délicat. Parce que vous imaginez les difficultés que ça peut poser de mettre face à face l'auteur et sa victime. Deuxième méthode, c'est de prendre un auteur d'une infraction déterminée qu'on met face à une victime qui a été victime de la même infraction, mais pas par le même auteur. Et ça, c'est le cas notamment du film que vous avez peut-être vu sur la justice restaurative au cinéma, sorti récemment, Je verrai toujours vos visages, qui est vraiment une restitution presque documentaire, c'est presque un documentaire tellement c'est bien fait de ce qu'est la justice restaurative. Puis la troisième façon de faire, c'est de faire un peu une médiation, c'est-à-dire qu'auteur et victime ne se voient pas, mais il y a l'interface de quelqu'un qui va permettre le dialogue. Voilà, donc ça c'est une forme plus douce. Et donc cette justice restaurative ne décolle pas, même si il y a des expériences réussies ici ou là, parce que c'est un petit peu comme la médiation. C'est d'abord qu'il faut qu'on trouve des personnes qui acceptent de se prêter à ce mode de reconstruction. Et c'est vraiment un mode de reconstruction, autant pour la victime que pour l'auteur. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai entendu des victimes dire « ça m'a économisé des années et des années de psychothérapie ». L'auteur, pour lutter contre la récidive, il n'y a rien de mieux, parce que l'auteur ne se rend pas compte des dommages qu'il provoque dans une vie. Une fois qu'il s'en rend compte, il est accessible à une forme d'empathie qui est la meilleure façon de lutter contre la récidive. Voilà. Donc le sujet est majeur et quantitativement, il reste encore, parce que évidemment, c'est beaucoup de temps. Pour les professionnels, c'est un travail énorme. Et pour évidemment un nombre de personnes éligibles ou élues à ce dispositif qui sont finalement très peu nombreuses. Donc le rapport investissement, résultat quantitatif, qualitatif c'est formidable, quantitatif c'est là que se pose le problème. Vous avez en Avignon des fers de lance de la justice restaurative avec des associations qui ont mis en place tous les 2 processus que vous expliquez, médiation restaurative et cercle à la fois de détenus ou de condamnés et victimes. Et ça marche plutôt bien. Vous avez raison sur le fait de dire que ça prend beaucoup de temps. Et surtout, c'est très important de rappeler qu'il y a de la préparation. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail de longue haleine, c'est des séances et des séances de préparation pour serrer toutes les hypothèses et éviter une mise en difficulté supplémentaire de la victime, mais également de l'auteur, parce qu'on l'oublie un peu, mais également de l'auteur au moment où il y a éventuellement cette rencontre, sachant, et je tiens à le préciser, que la rencontre en elle-même dans la justice restaurative, en tout cas dans la médiation restaurative, n'est pas une finalité en soi. C'est vraiment, on peut se restaurer parfois juste avec des échanges de lettres. Tout à fait, tout à fait. Alors on a pensé localement que, parce qu'au fond, ce qui est compliqué, c'est de rapprocher, permettez-moi ce terme un peu commercial, rapprocher l'offre et la demande, c'est-à-dire rapprocher l'auteur et la victime. Le problème est de trouver un auteur qui accepte dans une infraction déterminée avec une victime elle-même qui accepte cette démarche. C'est très compliqué. Vous dites très justement que le travail préparatoire est énorme, parce que sinon,
ça peut aboutir à un résultat, comment dirais-je, dangereux. Hein. Donc, si ce travail préparatoire est la garantie, évidemment, du succès. Et donc, sur un territoire plus vaste qu'un simple tribunal, eh bien, on a plus de chances de rapprocher cette offre et cette demande. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, au lieu de travailler sur un tribunal, on a travaillé sur l'ensemble d'une cour d'appel. Merci infiniment, Voilà pour cette monsieur le justice Premier. restaurative qui est un outil formidable, Merci infiniment, un outil, comment Monsieur- dirais-je, Pardon. Merci infiniment, Monsieur le Premier Président, pour votre temps aujourd'hui avec nous sur notre podcast et notre émission Savoir-être. C'était très riche, très intéressant. Merci de votre présence. Nous en sommes très honorés. Oui, je vois des merci à vous. C'était remerciements pour moi passer d'ailleurs dans les un commentaires. moment Christian passionnant. Badet nous dit humilité, humanité et une touche d'humour. Catherine Bourguès nous dit toujours un vrai plaisir de vous entendre, Monsieur le Premier Président. Tous les magistrats devraient avoir votre humilité et votre humanité. Merci. On a aussi une consoeur, Hélène de Kovacic, pardon. Félicitations pour cette présentation avec toutes les nuances qui étaient les forces des modes amiables. Merci et bravo. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je ne peux pas toutes les citer. Merci infiniment, Monsieur le Premier Président. C'est vraiment important, je pense, qu'on ait ces opportunités d'échanger avec les magistrats pour qu'ils nous exposent leur point de vue et leur vision des choses. Une des difficultés, notamment en matière de négociation, étant qu'une bonne négociation est une négociation dont on n'entendra jamais parler. Donc, vous nous parliez tout à l'heure du secret, mais c'est encore plus vrai en matière de négociation. Et c'est pour ça aussi que j'invite les personnes à aller voir le film que vous mentionnez, Je verrai toujours vos visages, parce que même si c'est assez étrange et un peu paradoxal qu'on découvre la médiation par le biais de la matière pénale et dans un cadre très particulier, comme vous l'avez expliqué, avec tous les traits qui diffèrent des médiations en matière civile. Mais ce film a au moins le mérite d'intéresser le grand public et il est, je trouve, très bien fait. Je pense que ça a été très, très bien préparé aussi pour le coup. Donc, merci infiniment. Et à la semaine prochaine, pour tous ceux qui nous suivent, nous aurons bien sûr un nouvel, et ce sera une nouvelle invitée. Merci à vous, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vos auditeurs.